La pluie n'avait pas cessé depuis le matin où nous avions enterré Marc. Elle tombait à verse alors que je me tenais près de sa tombe, tenant les mains de nos jumeaux qui sanglotaient la perte de leur papa. Ils avaient 4 ans, trop jeunes pour comprendre la mort, trop jeunes pour savoir pourquoi papa ne revenait pas de l'hôpital cette fois-ci. Le cancer l'avait emporté en seulement 6 mois, agressif et impitoyable, me laissant veuve à 32 ans. Maintenant, 3 heures après avoir vu le cercueil de mon mari disparaître sous terre, je me tenais sur le seuil de la porte de mes parents avec mes enfants, cherchant à tâtons des clés qui ne fonctionnaient plus. La serrure avait été changée, le laiton brillait, neuf et moqueur, sous la lumière du porche. « Maman » ai-je appelé, voyant un mouvement à travers le verre dépoli, « la clé ne fonctionne pas !» La porte s'est entr'ouverte, sécurisée par une chaîne que je n'avais jamais vue auparavant. Le visage de ma mère est apparu dans l'entrebâillement, parfaitement maquillé comme toujours, pas une trace de chagrin pour son gendre. « Amélie a besoin de ta chambre pour son bureau à domicile », a-t-elle dit d'un ton neutre. Elle lance son entreprise de conseil. Je l'ai regardée fixement, la pluie dégoulinant de ma robe de deuil noire. « Quoi? Tu m'as entendu? Nous en avons discuté? » Nous n'avons rien discuté. J'ai enterré mon mari aujourd'hui. Ma voix s'est brisée, derrière moi. Lise s'est remise à pleurer, et Luc s'est accroché à ma jambe. Mon père est apparu derrière ma mère, son expression glaciale. « Les problèmes de veuve ne sont pas nos problèmes. Sophie, tu as 32 ans, débrouille-toi. » La porte a claqué. Je suis resté là, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mes enfants, les enfants de Marc, étaient trempés, grelottants, pleurant pour la chaleur de leur lit et pour leur papa, qui ne reviendrait jamais. Et mes parents nous avaient mis à la porte, aujourd'hui, le jour où j'ai enterré l'amour de ma vie. « Maman, j'ai froid », a gémi Lise. « Je sais, ma chérie, je sais. » J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. La batterie était morte, bien sûr. J'avais oublié de le charger dans le chaos des préparatifs de l'enterrement. J'ai pris Luc dans mes bras, attrapé la main de Lise, et je suis retourné en titubant à ma voiture. Au moins, nous avions un endroit sec où nous asseoir pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire. Nous nous sommes blottis tous les 3 sur la banquette arrière. Mes enfants se sont levés contre moi comme des chiots mouillés, leurs petits corps secoués par le froid et le chagrin. C'est alors que je l'ai vue par la fenêtre de la voiture, la BMW d'Amélie qui entrait dans l'allée, ma sœur cadette, l'enfant chéri, celle qui n'avait jamais connu de difficulté de sa vie. Elle est sortie avec des sacs de magasin haut de gamme, sautant presque jusqu'à la porte malgré la pluie. Maman lui a ouvert en grand, sans chaîne, sans poser de questions. Elles se sont enlacées, elles ont ri. Amélie s'est retournée et nous a vus dans la voiture. Un instant. Nos regards se sont croisés. Puis, elle a haussé les épaules et est entrée. J'ai conduit jusqu'au seul endroit auquel je pouvais penser. Le restaurant ouvert 24 heures sur 24 où Marc et moi avions eu notre premier rendez-vous. La serveuse, Delphine, nous a jeté un regard et nous a conduits à une banquette dans un coin. Elle a apporté du chocolat chaud pour les enfants et du café pour moi, sans que je le demande. « Ma belle, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé doucement, remarquant nos vêtements de deuil. « Nous avons enterré leur père aujourd'hui, » ai-je murmuré. « Et mes parents. Ils ont changé les serrures. Ils ont dit que ma sœur avait besoin de ma chambre pour un bureau. » Le visage de Delphine est passé par plusieurs expressions avant de se figer dans la fureur. « C'est salaud » a-t-elle marmonné, puis plus fort. « Restez ici, ne bougez pas. » Elle est revenue avec le gérant, Thomas, qui, j'ai appris, avait aussi perdu son conjoint jeune. En moins d'1 heure, il s'était mobilisé avec l'équipe de nuit, des gens qui connaissaient les difficultés, qui connaissaient la perte, et ils nous ont payé une chambre de motel pour la semaine. Delphine m'a donné $60 de ses pourboires. « Pour la nourriture » a-t-elle dit fermement, refusant mes protestations. Cette nuit-là, alors que mes enfants dormaient enfin dans le lit bosselé du motel, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai fait une promesse à la mémoire de Marc. Je me relèverai de cette épreuve, et quand je le ferai, je montrerai à mes parents à quoi ressemblaient exactement les problèmes de veuve. Le lendemain matin, je suis entré en guerre. Premier arrêt, la compagnie d'assurance vie de Marc. Il avait été méticuleux avec la paperasse. Même lorsque le cancer ravageait son corps, la police valait plus que ce que j'avais imaginé. Il l'avait augmenté après le diagnostic, investissant chaque sou qu'il pouvait pour assurer notre avenir.
Deuxième arrêt, un avocat, il s'avère qu'expulser illégalement quelqu'un, surtout avec des enfants mineurs, surtout le jour d'un enterrement, c'était criminel. L'avocat a accepté mon affaire au résultat après avoir entendu l'histoire. Troisième arrêt, ma maison d'enfance avec une escorte de police. Le visage de ma mère en voyant les policiers valait presque tout le reste. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle balbutié. « Expulsion illégale, madame » a dit l'officier calmement. « Votre fille a établi sa résidence ici. Vous ne pouvez pas simplement changer les serrures, surtout avec des enfants mineurs impliqués. » J'ai récupéré nos affaires sous le regard furieux de mes parents. Amélie se tenait dans l'encadrement de ce qui avait été ma chambre, maintenant peinte d'une couleur différente. Mes meubles avaient déjà été remplacés par son installation de bureau. « C'est ridicule !» a-t-elle dit. « J'ai des clients qui arrivent ?»« Tu aurais dû y penser avant de voler la chambre d'une veuve. » ai-je répondu en attrapant les jouets de mes enfants, les photos de Marc et les vêtements. « Tu es mélodramatique !» a sifflé ma mère. « Nous t'avons rendu service. Tu dois apprendre l'indépendance. » Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment, je viens de voir mon mari mourir lentement pendant 6 mois. Je l'ai tenu dans mes bras alors qu'il rendait son dernier souffle. J'ai organisé ses funérailles seul, tout en m'occupant de 2 tout petits en deuil. Et tu penses que je dois apprendre l'indépendance? Le silence était assourdissant. Nous sommes partis et n'avons jamais regardé en arrière. Mais je n'avais pas terminé. Loin de là. Vous voyez? Ce que ma famille ne savait pas, c'est que Marc avait été un développeur informatique, un très bon, et dans ces dernières semaines, quand il pouvait encore taper, il avait construit quelque chose, un projet qu'il avait appelé « Pour Sophie ». C'était une application de garde d'enfants qui mettait en relation des parents célibataires avec des babysitters vérifiés et abordables en temps réel. Il avait écrit le code, fait la structure, et même commencé le processus de brevet. « Termine-le », avait-il murmuré l'une de ces dernières nuits. « C'est ton empire, bâtis-le. » Alors, je l'ai fait, vivant dans ce motel, puis dans un petit appartement. Je me suis lancé à corps perdu pour achever la vision de Marc. J'ai utilisé une partie de l'assurance vie pour engager des développeurs afin de peaufiner le code. Je présentais mon projet à des investisseurs le jour et je tenais mes enfants en pleurs la nuit. J'étais alimenté par le chagrin, la rage et le souvenir de ce moment sous la pluie où mes parents avaient choisi le confort de ma sœur plutôt que l'abri de leurs petits-enfants. L'application a été lancée 8 mois après la mort de Marc. Nidsur, une garde d'enfants abordable pour les parents célibataires. Par des parents célibataires. Le succès a été fulgurant. Il s'est avéré qu'il y avait des milliers de parents comme moi qui luttaient pour travailler tout en s'occupant seuls d'enfants en deuil ou en bas âge. Nous avons comblé un vide que personne d'autre n'avait remarqué. Première année, 50 000 utilisateurs. Deuxième année, une expansion nationale. Troisième année, des offres de rachat que j'ai refusées. L'entreprise de conseil d'Amélie, quant à elle, a fait faillite en moins de 6 mois. Il s'est avéré que les clients n'apprécient pas les consultants qui se vantent d'avoir volé la chambre d'une veuve. Quelqu'un. Mais certainement pas moi. C'était assuré que ces clients potentiels sachent exactement quel genre de personnes ils engageaient. Les réseaux sociaux ont la mémoire longue. Le meilleur est arrivé 3 ans après cette nuit pluvieuse. Mes parents. Maintenant, septuagénaires. Ont repris contact. Maman avait fait une chute et avait besoin de soins. Amélie ne pouvait pas aider. Elle était fauchée. Vivant avec son dernier petit ami en date, la pension de papa n'était pas suffisante pour des soins à domicile. Ils ont demandé à me rencontrer dans un restaurant. J'ai emmené mes enfants, maintenant âgés de 7 ans, qui s'épanouissaient malgré leur perte précoce. Nous nous sommes assis en face des personnes qui nous avaient mis à la porte le pire jour de notre vie. « Nous avons besoin d'aide », a dit maman sans préambule. « Intéressant », ai-je répondu. « J'ai eu besoin d'aide une fois. Moi aussi. Vous vous souvenez? » « C'était différent, » a commencé papa. « Vous avez raison. » Je l'ai interrompu. J'étais une jeune veuve avec 2 tout petits traumatisés qui venaient d'enterrer leur père. Vous êtes juste vieux et pauvre, complètement différents. « Nous sommes tes parents. » La voix de maman tremblait. « Vous étiez, ai-je corrigé, vous étiez mes parents, jusqu'à ce que vous regardiez vos petits-enfants, les enfants de Marc, pleurer sous la pluie et que vous nous disiez que les problèmes de veuve n'étaient pas vos problèmes. » Amélie est arrivée en retard, se glissant dans la banquette avec le désespoir écrit sur son visage. Les vêtements de Marc avaient disparu, remplacés par des contrefaçons.
La confiance en soi avait disparu aussi. « Sophie, s'il te plaît, a-t-elle commencé. Tu as besoin de récupérer ton espace de bureau, ai-je demandé gentiment. Désolé, quelqu'un d'autre y vit maintenant. Une veuve avec 3 enfants. J'ai acheté la maison quand maman et papa n'ont plus pu payer leur prêt immobilier. Leurs visages sont devenus blêmes. Je l'avais acheté par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée. J'avais gardé le secret. Ils recevaient des avis d'expulsion d'une société de gestion immobilière, sans savoir que j'en étais la propriétaire. « Tu as acheté notre maison ?» a murmuré papa. « Ma maison maintenant ? Et oui, je vous expulse. Il s'avère que les problèmes de veuve peuvent devenir vos problèmes. Après tout, où irons-nous » La voix de maman était faible. J'ai sorti une brochure et je l'ai fait glisser sur la table. La résidence pour personnes âgées, les années dorées. C'est convenable, pas le grand luxe, mais vous aurez un toit. J'ai payé pour 6 mois. 6 mois, a haleté Amélie. Et après ? Ensuite, vous vous débrouillerez. Vous êtes des adultes. Apprenez l'indépendance. Je me suis levé pour partir, mais je me suis retourné. Oh, et cette nuit pluvieuse où vous avez changé les serrures. Mes enfants en font encore des cauchemars. Ils pensaient qu'ils étaient punis pour avoir pleuré à l'enterrement de leur papa. Luc demande encore si papy et mamie le détestent parce que papa est mort. Maman s'est mise à pleurer. Papa a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. J'aurais tout partagé avec vous, ai-je dit doucement. Le succès, l'argent, la joie de voir le rêve de Marc aider des milliers de familles. Tout ce que vous aviez à faire, c'était d'ouvrir la porte. Au lieu de cela, vous m'avez appris que la famille ne signifie rien si elle vous abandonne au plus bas de votre vie. Nous les avons laissés là, dans cette banquette, avec une brochure pour une résidence pour personnes âgées à bas prix et la certitude que leur cruauté avait donné naissance à un empire dont ils ne feraient jamais partie. Les enfants et moi sommes rentrés dans notre nouvelle maison, non pas celle que je leur avais achetée sous le nez, mais une belle maison de style colonial dans un meilleur quartier. Leur chambre était remplie de photos de Marc, de jouets et de la sécurité de savoir qu'il ne serait plus jamais mis à la porte. Cette nuit-là, Lise a demandé « Pourquoi on ne voit plus papy et mamie ?» Je l'ai serré contre moi. Parce que, parfois, ma chérie, les gens te montrent qui ils sont vraiment quand tu as le plus besoin d'eux, et nous avons appris que papy et mamie n'aiment que les gens qui n'ont pas de problème. « Mais tout le monde a des problèmes, » a dit sagement Luc. « Exactement, mon chéri, exactement. » 2 mois plus tard, j'ai appris par la famille élargie que mes parents et Amélie vivaient dans la résidence assistée. Amélie travaillait pour un salaire minimum dans un centre d'appel. Mes parents passaient leur journée à se plaindre d'enfants ingrats. Les autres résidents les évitaient. Pendant ce temps, Nidsur venait de dépasser les 2 millions d'utilisateurs. Des parents célibataires à travers le pays trouvaient une garde d'enfants abordable et fiable. L'héritage de Marc perdurait, aidant les familles à rester à flot pendant leurs moments les plus sombres. Parfois, je pense à cette nuit, debout sous la pluie, mes enfants en pleurent, mes parents choisissant la cruauté plutôt que la compassion. Cela aurait dû me briser. Au lieu de cela m'a forgé en quelqu'un qu'ils n'avaient jamais imaginé. Réussi. Indépendante et complètement libre de toute obligation envers des personnes qui m'avaient montré leur vrai visage quand j'avais le plus besoin d'elles. Ils pensaient que les problèmes de veuve n'étaient pas leurs problèmes. Ils avaient raison. Mes problèmes m'ont rendu inarrêtable. Leurs problèmes. Eh bien, ce n'était plus à moi de les résoudre. La pluie tombe encore parfois quand je vais sur la tombe de Marc avec les enfants. Mais maintenant, nous avons des parapluies, des manteaux chauds et la certitude absolue que nous aurons toujours un foyer. Non pas grâce à la famille, mais parce que parfois la famille que l'on choisit, une serveuse gentille, un gérant généreux, le dernier cadeau de code d'un mari, a plus de valeur que la famille qui a choisi de vous mettre à la porte quand vous aviez le plus besoin d'elle. Et quelque part, dans une petite chambre de la résidence Les Années Dorées, mes parents apprenaient ce que cela faisait d'avoir besoin d'aide et de se voir claquer la porte au nez. La seule différence, c'est que je leur avais montré plus de pitié qu'ils ne m'en avaient montré. 6 mois d'abri.